Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est un grand personnage un peu oublié que Franck Ferrand nous propose de découvrir cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. En France, on connaît très mal ce grand personnage issu de la famille royale d'Angleterre et qui a occupé pendant et après la Seconde Guerre mondiale les plus hautes fonctions, notamment en Orient. C'est à peine si l'on se rappelle qu'il a été, en tant que vice-roi, chargé de négocier l'indépendance de l'Inde en 1947. Finalement, on peut dire que de Lord Mountbatten, on a surtout retenu sa mort violente en 1979, quand l'armée républicaine irlandaise a fait sauter son petit bateau de pêche blanc et vert qu'il avait baptisé Shadow 5. Et vous avez invité pour nous en parler le biographe de ce grand personnage. Oui, François Kersaudy, qui l'a rencontré quelques semaines avant sa mort et qui dit de lui qu'il était, je cite, « grand, beau, fort, noble, riche, courageux, tolérant, travailleur, intelligent, énergique, inventif, généreux, charmeur, chevaleresque, enjoué, intuitif, éloquent, diplomate, patriote et professionnel ». Ça, c'est pour le beau côté des choses, mais aussi, je cite toujours François Kersaudy, imprudent, ambitieux, mesquin, vaniteux, intrigant, bavard, égocentrique, capricieux, manipulateur, cyclotimique et passablement mythomane. Vous voyez que l'heure qui vient ne va pas manquer de relief ni de contradiction. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Lorsqu'en août 1979, l'IRA tue Mountbatten en faisant exploser le petit bateau de pêche sur lequel il se trouvait avec ses proches, il était parti relever des casiers à homards, les médias du monde entier crient à la disparition d'une des plus grandes figures du XXe siècle. Et de fait, Lord Louis Mountbatten, cousin de George VI, le père de la reine Elisabeth II et oncle du prince Philippe d'Édimbourg, était amiral de la flotte britannique, comte de Birmanie, ancien chef de la direction des opérations combinées pendant la Seconde Guerre mondiale et membre du comité des chefs d'état-major. Il était l'homme du débarquement en Normandie, l'ancien commandant suprême des forces alliées en Asie du Sud-Est, le père de l'indépendance indienne en tant que vice-roi des Indes, le commandant des forces de l'OTAN en Méditerranée, chef d'état-major de la défense britannique, etc., etc., j'en passe. Sans doute l'homme le plus titré et décoré de la planète, titulaire au plus haut rang de tous les grands ordre de chevalerie. Vous savez, l'expression VIP, Very Important Person, paraît avoir été inventée pour lui. Pourtant, avant d'accéder à ces très hautes positions, plus ou moins honorifiques, Lord Mountbatten a été un soldat, ou plus exactement, un marin. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il a commandé courageusement un simple torpilleur, le Kelly, du nom de l'amiral Kelly, torpilleur lancé en 1933 et dont il n'a accusé réception que quelques jours avant la déclaration de la guerre. Il a raconté tout ça lui-même, avec l'aide d'un auteur professionnel, dans son livre intitulé tout simplement « L'amiral Mountbatten ». Le 23 août, écrit-il, Hitler et Staline avaient signé leur pacte. J'eus dès lors la certitude que la guerre allait éclater dans les jours à venir. Aussi déclarai-je à l'équipage qu'au lieu de lui laisser comme d'usage 3 semaines pour faire l'armement, je ne lui accordais que 3 jours, et que nul ne devait se déshabiller ou se coucher avant que le travail fût fini. Nul ne le fit, et le travail fut terminé en 3 jours. Vous imaginez ce que c'est qu'armer un bateau comme celui-là, bien entendu. On est encore en plein dans les travaux de peinture quand le maître timonier apporte un message, apporte un télégramme à Lord Mountbatten, télégramme qui annonce que ça y est, la guerre vient d'être déclarée. Et puis, quelques minutes suivantes, un deuxième télégramme qui dit seulement « Winston est revenu ». Winston, c'est Churchill, évidemment, et pour Lord Mountbatten, c'est une très bonne nouvelle. Churchill était mon ministre comme il avait été en 1914 celui de mon père, alors First Sea Lord, premier lord de l'amirauté. Alors, la première mission qu'on va confier à Lord Mountbatten sur son navire, sur le Kelly,
c'est d'aller du côté où 4 bateaux ont été coulés, juste à l'embouchure d'un fleuve écossais. Les navires en question semblent avoir été torpillés et on demande à Mountbatten de repérer et bien entendu de mettre hors d'état de nuire le sous-marin ennemi qui les a coulés. Et là, Mountbatten fait un raisonnement tout simple. Il se dit ou bien ce sont vraiment des torpilles qui ont coulé qui ont envoyé par le fond ces 4 navires. Et évidemment, le sous-marin qui a tiré les torpilles en question est déjà sans doute loin, voire très loin. Ou bien, les navires ont sauté sur des mines et on est en train de nous envoyer sur un champ de mines. Alors il téléphone à l'amiral responsable du secteur, il lui explique la situation. L'amiral se prend quelques minutes pour réfléchir, puis il rappelle Lord Mountbatten et lui dit « Le commandant en chef m'a répondu « Allons, n'ayez pas la colique et faites exécuter les ordres ». Il fallait donc y aller. Et les ordres sont les ordres. Lord Mountbatten ordonne aux destroyers qui l'accompagnent de se tenir loin derrière lui, à un demi-mille. Il se dit qu'après tout, s'il y a vraiment un champ de mine à cet endroit, c'est pas la peine que les 2 navires sautent en même temps. Et puis, les voilà qui avancent. Et il dit, je le cite, « Soudain, nous entendîmes une mine crisser le long du bateau, juste sous la passerelle, et chacun trouva que la chose était très désagréable. » Ça me fait penser, il y a un petit côté Lord Brett Sinclair, Oui, c'est ça, oui. l'understatement britannique. Tous les mémoires de Lord Mountbatten sont sur ce mode. Cela crissa ensuite sous le milieu de la coque, puis sous le carré, et explosa finalement entre les hélices. Et oui, le navire est touché. Alors, c'est aussitôt la panique à bord, mais chacun tient bien son poste, à l'exception d'un jeune matelot qui a cédé à la panique. Il était sans doute trop jeune, il déserte et il quitte son poste, et ça, bien sûr, en temps de guerre, c'est gravissime. Donc, on amène le jeune captif, et Lord Mountbatten lui demande s'il sait quelle est la sanction réservée aux déserteurs. « Oui, monsieur, répond-il. Et quelle est-elle ? » « La mort. C'est bien cela, à faire renvoyer tout le monde sur le pont. » Alors l'équipage se rassemble, et voilà ce que leur dit Lord Mountbatten. « Messieurs, vous venez de connaître la pénible expérience d'avoir heurté une mine. Sur les 260 hommes qui composent notre équipage, 259 se sont comportés comme je l'espérais. Un seul ne l'a pas fait. Un de vous a quitté son poste, c'est une faute extrêmement grave en temps de guerre, et vous allez probablement être surpris que je propose de lui faire grâce, mais avec un avertissement, ou plutôt 2 avertissements, un pour lui, un pour moi qui n'ai pas réussi à m'imposer suffisamment à vous au cours de ces 3 derniers mois pour que vous sachiez que je ne tolérerai jamais une telle conduite. Désormais, personne ne quittera jamais son poste, jamais je ne donnerai l'ordre d'abandonner le navire. La seule manière dont nous le quitterons éventuellement sera qu'il coule sous nos pieds. Un extrait sur Europe 1 d'Enigma composé par Edward Elgar. Restez avec nous dans un instant. Franck nous en dit plus sur un personnage fascinant, Lord Mountbatten. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est une grande figure issue de la famille d'Angleterre, méconnue en France, qui nous intéresse aujourd'hui sur Europe 1, Lord Mountbatten, Franck. Et Lord Mountbatten, qui avant d'occuper tous les très hauts postes, évidemment, qui ont été les siens vers la fin de la Seconde Guerre mondiale et juste après, a été simplement un marin. Enfin, évidemment, un marin, il commandait un navire, mais qui s'appelait le Kelly. Mais enfin, il a vraiment été au feu, il a connu le quotidien des combattants. La deuxième grande campagne du Kelly, après avoir été réparé, bien entendu, puisqu'il avait été touché par une mine, cette deuxième grande campagne, elle a lieu en Norvège. Et très vite, sitôt arrivé dans les eaux norvégiennes, le Kelly reçoit l'ordre de foncer à toute allure vers l'île de Sylt. Sa mission, c'est d'intercepter et de couler plusieurs mouilleurs de mines allemands qui doivent se trouver là dans les parages. Sauf qu'à un moment, la vigie de bâbord crie « torpille à bâbord » et effectivement, en se tournant du côté gauche, le Lord Mountbatten le commandant voit arriver une torpille qui heureusement passe trop bas, qui passe sous son navire. Il a à peine le temps de souffler quand une seconde torpille, cette fois
frappe la coque, explose, fait un grand trou dans la chambre des machines numéro 1. Ça, c'est terrible. Le navire, si l'on en croit les témoins qui se trouvaient à bord d'un destroyer un peu plus loin, le navire aurait dû couler à pic. Mais c'est pas vraiment ce qu'il fait. Pour l'instant, le Kelly a l'air de vouloir bien se comporter. Il flotte toujours et à un destroyer qui vient essayer de lui porter secours, Lord Mountbatten télégraphie ce message: prenez-nous en remorque. Ce qui prouve que ça va pas si mal. Il va quand même falloir délester au maximum le navire. Alors on jette évidemment tout ce qu'il y avait à bord, les grenades sous-marines, on enlève les grosses amarres pour libérer les embarcations de sauvetage, il faut jeter toutes les munitions, il faut déverrouiller les coffres, etc. Tout jeter pour essayer de permettre à ce navire de flotter comme il peut. Et voilà effectivement que le navire peut être lentement remorqué, mais qui dit remorquage lent dit aussi cible idéale, et le voilà qui est attaqué cette fois par ce qu'on appelle un E-boat, c'est-à-dire un lance-torpille allemand. Ça devient vraiment très difficile, surtout quand la Luftwaffe s'en mêle et vient de bombarder le navire. Vous imaginez les circonstances, tout ça est extrêmement difficile, et finalement les passagers vont se retrouver à bord d'un petit navire de sauvetage où l'on met les blessés, et à chaque fois qu'un des blessés vient à mourir, eh bien on l'enlève, on le fait tomber à l'eau et on monte un autre blessé à la place. Vous voyez un peu les circonstances, ce sont des choses extrêmement dures. Ce fut, dira simplement Lord Mountbatten, une soirée assez difficile. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck nous relate cet après-midi sur Europe 1 la vie incroyable de Lord Mountbatten. Alors pour permettre le remorquage de ce qui n'est plus qu'une sorte d'épave flottante de ce Kelly qui a été gravement touché, Lord Mountbatten a eu l'idée de faire passer l'équipage sur des navires annexes, et donc il arrive jusqu'au chantier naval de Hawthorne Leslie uniquement avec quelques hommes d'équipage sur ce grand navire pour essayer de faire en sorte qu'il soit le moins pesant possible. Évidemment, vous imaginez qu'il va falloir de longues, très longues réparations, et ce sont des réparations qui vont durer plusieurs mois. Ce n'est qu'en novembre 1940 que le Kelly pourra être réarmé. On essaie de reconstituer ce qui était son ancien équipage, ce qui est le cas à peu près à 80%, et le Kelly retrouve une fonction militaire. Le voilà affecté cette fois en Méditerranée. Ah, nous vécûmes, écrit Lord Mountbatten, une période passionnante, patrouillant de nuit avec l'espoir d'intercepter les navires qui apportaient à l'Africa Corps de Rommel du ravitaillement et de l'essence pour ses chars. Évidemment, c'est une période aussi extrêmement dure. Le Mountbatten refuse d'aller se réfugier à terre alors qu'il fait en sorte que ses équipes soient tournantes et que une nuit sur deux, les hommes puissent aller dormir dans des refuges. Mais lui ne veut pas. Il est constamment à bord. C'est ainsi, écrit-il, que je subis 21 raids et il ne m'est jamais arrivé d'avoir aussi peur de toute ma vie. Être bombardé sans rien pouvoir faire incite les cheveux à se dresser sur votre tête, écrit-il. Au début de la matinée du 13 mai 1941, le Kelly est attaqué par une véritable escadre de 24 Junker 87. Vous savez, ce sont les fameux Stuka allemands qui ont pour particularité d'attaquer en piqué, en faisant ce sifflement terrible qui aura terrorisé toute une partie de la population européenne. Évidemment, on met en avant le Kelly vogue à 33 file à 34 nœuds, ce qui vraiment est une vitesse très rapide, mais ça ne suffit pas pour éviter les bombardements et le mitraillage depuis les Stuka qui attaquent par vagues de 3, vous imaginez. Alors on arrête les machines une fois à droite toute, une fois à gauche toute, et puis 0 à la barre. Finalement, les machines sont arrêtées. Le bateau ne peut plus de toute façon répondre, et là, dit Lord Mountbatten, j'ai compris que la fin était venue. J'ai hurlé, continuez de tirer, car je voyais une nouvelle vague venir sur nous. Oh, j'aurais pu m'abstenir de donner cet ordre, car tous les canons tiraient déjà, sans qu'aucun s'arrêtât de le faire, et tandis que le Kelly commençait à couler, je pus voir les servants arracher par l'eau de leurs canons qu'ils s'efforçaient de faire tirer encore. Je compris que le navire allait se retourner, cependant que l'eau l'envahissait
m'envahissait comme un torrent furieux, car nous continuions de filer 30 nœuds. Je pensais, quoi qu'il advienne, je dois rester sur le bateau aussi longtemps que je pourrai. Je dois être le dernier à le quitter. Je demeurai, ajoute-t-il un peu plus loin, accroché là aussi longtemps que je le pus. Puis je pris une inspiration profonde au moment où la mer se refermait au-dessus de ma tête. J'arrivais, je ne sais comment, malgré l'obscurité, à me tirer de dessous la toile qui entourait la passerelle. Je commençais déjà à avoir besoin d'air, si bien que je plaquais une de mes mains contre ma bouche, l'autre contre mon nez, avec l'espoir que je conserverais assez de force pour les y maintenir. J'eus l'impression que mes poumons allaient éclater, mais remontaient enfin à la surface sans avoir avalé d'eau de mer. Je regardai autour de moi et vis passer à moins d'une dizaine de mètres la poupe du bateau avec ses hélices qui continuaient de tourner. Ça, c'est extrêmement dangereux. Finalement, les hélices qui sont de véritables hachoirs pour les rescapés. Les hélices vont passer à 5 ou 6 mètres seulement de Mountbatten. Et c'est là qu'intervient l'épisode du radeau dont je vous ai parlé un peu tôt tout à l'heure. C'est à ce moment-là que un navire apparaît à l'horizon, le Kipling. Je ne crois pas, écrit Mountbatten, avoir de toute ma vie jamais éprouvé autant de plaisir à voir un bateau. Ayant aperçu le bombardement en piqué, le commandant du Kipling donc s'approche et juste au moment où il arrive, le Kelly, dont on ne voyait plus que le dessous de la coque, commença à disparaître entièrement. Je lançai un appel, 3 hurrahs pour notre vieux bateau. Et il conclut toujours avec cet understatement très british, rather windy, isn't it? Il conclut, ce fut pour moi le plus triste moment. Il dit bien, non pas le plus triste moment de cette guerre, le plus triste moment de la journée. Vous l'avouerez. Alors à Alexandrie, il faut bien que l'équipage, il faut bien prendre congé de cet équipage puisqu'il n'y a plus de bateau, il n'y a plus de Kelly. Et voilà Lord Mountbatten qui, la voix étranglée, doit s'adresser à ces hommes. Je vous ai fait bien des discours par le passé, mais celui-ci sera le dernier, dit-il. J'ai toujours essayé de faire quelques plaisanteries à ces occasions et vous aviez tous l'amabilité de faire semblant d'en rire, mais aujourd'hui j'ai épuisé ma provision de plaisanteries et je crois qu'aucun de nous n'a très envie de rire. Le Kelly a connu bien des engagements et même si nous avons eu des morts, la majorité de l'équipage a toujours survécu pour ramener au port notre cher et vieux navire. Aujourd'hui, il repose par 2700 mètres de fond et avec lui repose plus de la moitié de nos compagnons. S'il devait prendre congé, c'était sans doute la meilleure façon de le faire puisque les voilà tous à jamais réunis en compagnie de ce bateau que nous aimions tant. Dans un instant, en compagnie de François Kersaudy, qui a écrit donc cette très belle biographie de Lord Mountbatten, sous-titrée L'étoffe des héros, nous allons revenir non pas sur cette campagne spécifique du Kelly, mais plus généralement sur la vie très haute en couleur d'un des grands personnages oubliés de notre époque. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. On vous retrouve, Franck, avec votre invité sur Europe 1, François Kersaudy, qui enseignait aux universités d'Oxford et de Paris 1. Il est spécialiste d'histoire diplomatique et militaire et biographe de Göring, Hitler, Churchill et de Mountbatten. Et voilà, d'habitude ce sont évidemment Churchill, de Gaulle, les grands personnages de la Seconde Guerre mondiale. Et vous êtes aussi donc le biographe, en effet, de Lord Mountbatten, François Kersaudy. C'était donc avant tout un marin dans l'âme, comme tout bon Anglais qui se respecte, ce Lord Mountbatten. Quel type de commandant de navire était-il ? Eh bien, justement, il avait une réputation bien ancrée, si j'ose dire, de casse-cou et de casse-navire.
Et, vous savez, c'est l'amiral James Somerville. Parce que là, vous avez cité quelques-uns de ces naufrages célèbres, mais il y en a eu d'autres. Toujours sur le même navire, mais il y en a eu d'autres sur d'autres navires. Il y en a eu d'autres sur d'autres navires, oui, absolument. Oui. Et quand il a reçu ces torpilles, ce dont vous avez si bien parlé, c'était un trou dans lequel on pouvait faire passer 2 autobus à Impérial. Donc, vous voyez un petit peu la dimension du trou. Mais l'amiral Sir James Somerville, qu'il connaissait bien, avait dit cette chose remarquable: il n'y a personne que j'aimerais mieux avoir avec moi que Louis Mountbatten si j'étais dans le pétrin. Et il n'y a personne qui m'y mettrait plus sûrement. Et ça, c'est un bon résumé, parce que il est vrai que Mountbatten était un grand professionnel, mais c'était aussi un casse-cou, c'est certain. Et après ce que vous avez décrit, le dernier naufrage du Kelly, il a été convoqué en Angleterre. Et puis, lui, ce qu'il voulait, c'était d'avoir le commandement d'un porte-avions, qui lui a été d'ailleurs accordé. Et puis, Churchill a changé d'avis, il l'a reconvoqué, et il lui a dit: écoute, j'ai une autre mission pour toi. Alors, il le connaissait depuis qu'il avait 11 ans. Hein. C'était. Il y avait une relation très affective. Il ne faut pas oublier, oui, presque filiale. Hein. Churchill était premier lord de l'amirauté, donc ministre de la marine de guerre, au moment où le père de Louis Mountbatten était premier lord de la mer, donc son subordonné immédiat. Et donc, ils se sont toujours connus. Mountbatten lui-même m'a dit: Churchill, je l'ai toujours connu. Je le voyais refaire la marine britannique avec mon père quand j'avais 11 ans. Et donc, bon, voilà, il y avait une relation. Et puis, un des secrétaires de Churchill m'a dit: vous savez, Mountbatten, c'est un petit peu le fils que Churchill aurait aimé avoir, qui n'a jamais eu tel quel. Ce genre de héros sans peur et sans reproche, à qui on confiait des missions invraisemblables et qui arrivait toujours à s'en tirer d'une façon ou d'une autre. Donc, mais à vous ce nous moment-là, disiez que Churchill fait revenir Mountbatten. Il les fait revenir de Méditerranée. Mountbatten s'attend à avoir son porte-avions, et je lui ai dit: j'ai une autre mission pour toi, je vais te nommer chef des opérations combinées. Ce qui était évidemment une position très, très haute, très exaltée. Mais très retirée du feu. Qu'est-ce que tu en penses? Et Mountbatten répond: j'aimerais mieux aller à la mer. C'est ça. Et Churchill lui dit avec un regard féroce: et qu'est-ce que tu comptes y faire à la mer, à part te faire couler dans un navire encore plus grand et encore plus cher? Et Mountbatten, dans ces conditions, pas eu le choix, j'ai accepté. On peut dire qu'il mettait quand même un peu en danger la vie de ses propres hommes. Donc il y avait ce côté très chevaleresque. Et en même temps, il les sauvait. C'était très bien résumé par l'amiral Somerville. En même temps, il les a sauvés plus souvent d'ailleurs qu'il ne les a mis en danger. Mais on s'est abstenu de les décorer à chaque fois, parce qu'à chaque fois qu'on faisait une enquête, on disait: bah oui, il a été héroïque, mais d'un autre côté, c'est lui qui s'est mis dans un pétrin comme celui-là, donc on peut pas le décorer. Par contre, Churchill, lui, à chaque fois, disait: oui, on peut peut-être pas le décorer, mais c'est un type extraordinaire, donc il faut lui donner de l'avancement. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas arrêté de lui donner de l'avancement. Et à chaque fois, Mountbatten s'en est montré digne. À 41 ans, c'est quand même fabuleux. Un capitaine de vaisseau à 41 ans, chef des opérations combinées. À 42 ans, il fait partie du comité des chefs d'état-major, donc des gens qui ont entre 10 et 20 ans de plus que lui. Alors évidemment, c'est le cousin du roi, mais voilà, il a aussi... une question de naissance aussi, bien sûr. Il a aussi des capacités tout à fait remarquables. Et puis au-delà de ces capacités, donc de ce courage, de cet aspect visionnaire, parce que c'est aussi un inventeur quelque part. Alors voilà, c'est un inventeur. Mais, il a aussi une très grande allure, disons-le. Il faut quand même, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, puisque nous sommes à la radio, il faut dire qu'on a affaire à un très bel homme, extraordinairement brillant, disons. Voilà, il est magnifique, il a beaucoup de succès auprès des femmes, ce qui lui fait un petit peu peur d'ailleurs, parce qu'il y en a trop. Mais en plus de ça, effectivement, on a dit qu'il était inventif dans son poste en tant que directeur des opérations combinées, où il fait véritablement des étincelles à tout point de vue. À tous les sens du terme, vraiment. Il a un service, c'est un inventeur, donc il veut que tout le monde invente. Donc ils inventent tout, y compris la plupart des instruments qui vont servir au débarquement de Normandie, dont il est le père. Il faudra peut-être en reparler, parce que jusque-là, on voulait débarquer dans le Pas-de-Calais.
Et lui, en tant que chef des opérations combinées, a noué des relations très étroites avec la résistance française. Et c'est là qu'il a compris qu'on ne pourrait pas débarquer dans le Pas-de-Calais et qu'il fallait débarquer en Normandie. Il lui restait à persuader des gens qui étaient très supérieurs à lui, en âge et en grade, ce qu'il a réussi à faire parce qu'il arrivait à tout faire, cet homme-là. Et alors, il avait son bureau des inventions auquel il contribuait d'ailleurs lui-même considérablement et où on inventait de tout. Et il l'a décrit d'ailleurs. Il voulait même inventer un porte-avions qui était sur un porte-avions en glace. Oui, c'était pas sa meilleure idée. Un porte-avions en glace, ça c'est pas sa meilleure idée. Mais par contre, il a inventé des sous-marins individuels, il a inventé les fameux pipelines sous la mer, il a inventé des choses extraordinaires. Et alors, il a appelé son service d'invention le seul asile d'aliénés au monde qui soit administré par son personnel. Vous voyez un petit peu. Ça, et il aurait dû ajouter subventionné par la couronne. Oui, absolument. C'est l'humour de Mountbatten. Ce qui est incroyable, c'est que vous l'avez rencontré, vous, François Kersaudy. Ah oui, ça doit être un souvenir extraordinaire. Vous l'avez rencontré à Londres. Je l'ai rencontré à Londres en 79, effectivement. Donc quelques semaines avant l'assassinat. Quelques semaines, ça je ne savais pas. Il avait une mémoire absolument fabuleuse. Il était en pleine forme. Il m'a raconté. Moi, j'étais venu pour qu'il me parle des relations entre De Gaulle et Churchill. Alors ça, c'était qu'il avait très bien connu l'un et l'autre. Il avait très bien connu l'un et l'autre. Alors De Gaulle, c'était alors Churchill. Je l'ai connu depuis que j'ai mon plus jeune âge et à l'Académie navale, il était venu nous faire un discours. J'avais 13 ans et à la fin de son discours, il a demandé aux cadets s'ils avaient un souhait à formuler. Et on mangeait très mal dans cette vieille académie. Et moi, je me suis levé d'un bond et j'ai dit, sœur, est-ce que nous pourrions avoir 3 sardines au lieu de 2 au dîner du dimanche soir? Et je ne sais pas s'il m'a reconnu, mais il a dit avec bienveillance, j'y veillerai. Et j'ai demandé, et il y a veillé. Et Mountbatten me dit, pensez-vous, il s'est empressé d'oublier. D'ailleurs, depuis ce jour-là, je lui ai jamais vraiment fait confiance. C'est un petit peu. Pour une histoire de sardines. Mais Churchill, lui a fait confiance d'innombrables fois et il ne l'a jamais regretté parce que ça a toujours été ça a toujours donné des résultats extraordinaires, même quand il partait perdant. Parce que quand vous dites qu'il lui a fait confiance, il l'a fait nommer donc commandant suprême pour l'Asie du Sud-Est. Ensuite, c'est lui qui négociera carrément l'indépendance de l'Inde. Nous venons à ces grands dossiers dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Quand on entend ça et qu'on parle de Mountbatten, on voudrait presque être anglais. Ils ont quand même un cran, j'ai envie de dire, extraordinaire. Et quelle allure, hein. Vous me racontiez pendant la publicité, François Kersaudy, la remarque d'un fonctionnaire au moment de l'arrivée en Extrême-Orient de Mountbatten. Oui. Il écrit dans son journal je vois Mountbatten débarquer rutilant comme une Rolls-Royce toute neuve. Oui, c'est un petit peu l'impression qu'il faisait. Il était déjà très beau, mais en plus avec l'uniforme, évidemment. Et il va faire passer la question de l'indépendance, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'avec cette allure, avec cette capacité à négocier, avec cette vision qui le caractérise, il est capable, en quelque sorte, de rendre les choses peut-être plus acceptables aux yeux même des Britanniques. Il faut voir le prestige dont il jouit. Il a 43 ans déjà. En 1943, il débarque dans un endroit, l'Inde, qui est menacée par les Japonais. Les Japonais ont conquis toute l'Asie du Sud-Est. Churchill a décidé de donner un coup de pied dans la fourmilière. Il fait nommer ce jeune Mountbatten, 43 ans, commandant suprême pour l'Asie du Sud-Est. Il faut voir, des commandants suprêmes alliés, il y en avait 6 pendant toute la guerre. Il y avait Staline, il y avait Chiang Kai-shek, il y avait Eisenhower, il y avait Nimitz, il y avait MacArthur et il y avait Mountbatten. Eisenhower, 10 ans de plus. Nimitz, 15 ans de plus. MacArthur, 20 ans de plus. Et vous avez ce jeune homme, 43 ans, qui arrive, et on se dit, mais les Japonais frappent aux portes de l'Inde, qu'est-ce qui va... Les armées alliées sont complètement démoralisées, vous avez 24 nationalités qui ne se comprennent pas, et Mountbatten arrive là-dedans, en plus c'est un marin, qu'est-ce qu'il va faire au milieu de l'Inde, dans les jungles de Birmanie? Et... comme c'est Mountbatten, comme il a des relations, comme il a une énergie diabolique, et comme il a un charme fou,
et qu'il sait choisir ses subordonnés, eh bien, il va démolir complètement l'armée japonaise de Birmanie et arriver jusqu'en Malaisie dans des conditions qui sont absolument sidérantes, alors que c'était une armée vaincue. Et comme il a le sens de l'humour, il dit à ses troupes en arrivant, le sens de l'humour, c'est omniprésent chez Mountbatten. Et il leur dit, voilà, parce qu'on avait appelé l'armée de Birmanie et l'armée des Indes l'armée oubliée. Et Mountbatten leur fait un grand discours et il leur dit: on dit de vous que vous considérez comme l'armée oubliée. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas l'armée oubliée, car personne n'a jamais entendu parler de vous. Là, il y a un silence catastrophé, et à ce moment-là, Mountbatten ajoute: mais maintenant, on va entendre parler de vous, car voici ce que nous allons faire. Et ce qu'ils vont faire, c'est d'écraser complètement les Japonais dans les jungles birmanes. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça qui fait le prestige de Mountbatten comme commandant suprême, et qui fait que après la guerre, en 1947, le successeur de Churchill, Attlee, va refaire appel à lui pour une autre mission complètement désespérée, qui est d'être le dernier vice-roi des Indes, de donner l'indépendance à l'Inde sans que les Anglais qui soient là se fassent massacrer. Et accessoirement, sans que les Indiens se fassent massacrer non plus. Je vous cite François Kersaudy. Ce soir-là, au palais, Mountbatten donne un banquet en l'honneur des membres du gouvernement, du corps diplomatique, des Rajas et des Maharajas, 3000 invités au total. Au milieu des 37 salons grands ouverts, des jardins moghols illuminés et de la nuit presque fraîche, chacun sent bien que cette journée a été un triomphe pour l'Inde, un éclatant succès pour l'Angleterre et une véritable consécration pour le vice-roi. Il était venu à Delhi avec la certitude d'échouer, mais il s'est comporté pendant 5 mois comme s'il était absolument sûr de réussir. Il lui aura fallu une capacité de travail surhumaine, une patience infinie, une fermeté inébranlable, une santé de fer et un moral d'acier, une énergie inépuisable, un rare talent d'improvisation, un charme désarmant, un optimisme déconcertant, une chance insolente, une imagination débordante, une rapidité de décision fulgurante et des collaborateurs singulièrement efficaces pour que le destin s'incline et que s'accomplisse l'impossible. L'Inde se sépare de la Grande-Bretagne sans violence, sans rancœur et sans même que soient brisés ses liens avec la couronne. Lorsque Nehru se lève pour proposer un toast, il ne manque pas de souligner ce résultat prodigieux. La réception va se prolonger jusqu'aux petites heures et cette fois encore, le sommeil de Mountbatten s'en trouvera radicalement écourté. Mais à quoi bon dormir lorsque le rêve est entré dans la vie? Voilà quelqu'un qui sera allé très loin finalement dans l'accomplissement de ses propres ambitions. Oui, c'est un homme qui a eu 7 ou 8 vies différentes. Son ambition était d'être premier lord de la mer parce que son père avait été chassé de ce poste au début de la Grande Guerre. Il a été plus loin que son ambition. Et bien sûr, le fait d'être le cousin du roi l'a beaucoup servi. Le fait que sa femme soit très proche de Nehru aussi, peut-être. Aussi, naturellement. Oui, il faudrait parler de sa femme, mais ça serait un petit peu long. Et lui, d'ailleurs, avait... Enfin bon. Et ça l'a beaucoup servi, sa parenté, évidemment, royale. Ça l'a aussi perdu, puisque c'est justement à cause de cette parenté que l'IRA a choisi de l'assassiner. Il était une sorte d'emblème, évidemment. Il symbolisait toute la puissance britannique, finalement. Oui, et c'est le genre de héros sans peur et sans reproche. S'il avait vécu en France, il aurait été célèbre, il aurait eu sa statue. Mais la seule comparaison qu'on puisse trouver en France, c'est Leclerc. C'est un petit peu la même mentalité, et ils ont eu un petit peu... ils étaient au même niveau de responsabilité, si l'on peut dire, et ils se comprenaient très bien et s'admiraient d'ailleurs considérablement. Nous avons plusieurs fois cité évidemment Winston Churchill dans le cours de cette émission. Je signale, François Kersaudy, que vient de paraître chez Talandier Le Monde selon Churchill. Ce sont en quelque sorte les meilleures citations de quelqu'un qui n'a cessé d'en égrener son existence. Oui, absolument. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui concernent Mountbatten, mais ce sont effectivement classés par thème. C'est les meilleurs mots de Churchill sur la guerre, sur l'alcool, sur les femmes, sur De Gaulle, sur Staline. Et même sur les Français. Sur l'humour, sur les Français et sur le français, parce qu'il y a aussi beaucoup de citations de Churchill en français qui sont souvent assez hilarantes. Merci beaucoup, François Kersaudy.
Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck Ferrand. Alors on va quitter Lord Mountbatten et on déménage avec les experts. Il paraît que c'est la 3e source de stress après le deuil ou après... Pardon, excusez-moi, dites-moi. Il est super beau, il est magnifique. Bon, Lord Mountbatten. Bon, bah alors on reste avec Lord Mountbatten et on... Pas mal, il est vrai. On déménage pas avec les experts. Si, allez. Vous avez des questions sur le déménagement, on est là pour vous aider. C'est toujours le 39 21 34 centimes d'euros la minute pour nous appeler ou europe1.fr. On en parle tout à l'heure. Vous restez avec nous, Franck? Mais oui, et puis on se revoit ce soir à Bobino, évidemment. À 20h30, Oh là là là, j'ai Bobino. le cœur qui bat. Émission exceptionnelle sur europe1.fr également à suivre. Une belle émission. Merci et à Merci demain. Franck. À demain.